nous allons aborder une autre question très sensible que la directrice de l'UNIFAB a évoquée, c'est ce domaine de la contrefaçon dans le domaine de l'art. Donc, je passe la parole à Corinne Chantrel. Merci. Alors, d'abord, je suis ravie d'être là ce soir. Je suis là au double titre, à la fois parce que je suis membre du cercle K2 et pilote du groupe Art et Patrimoine, et parce que je suis chef adjoint de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Alors, je vais dire quelques mots quand même en propos liminaire sur cet office de police judiciaire. C'est donc un office qui a été créé en 1975, qui a la particularité d'être dirigé par un colonel de gendarmerie. Donc les forces sont mixtes, police et gendarmerie. Nous sommes un tout petit service de police judiciaire, puisque nous sommes 26. Nous sommes pourtant considérés comme pays experts dans la lutte contre le trafic des biens culturels avec nos homologues italiens. Ils sont simplement 300 et nous sommes 26. Et donc cette petite unité, elle est divisée en 3 groupes. Un premier groupe qui s'appelle les relations extérieures, qui est en charge des partenariats. Et du reste, nous avons un partenariat avec l'UNIFAB. Et nous avons le groupe de la documentation qui, lui, a 2 missions. Tout d'abord, mettre en évidence des phénomènes sériels qui pourraient après entraîner en fait, les enquêtes d'initiative, et la gestion d'une base informatique TREMA, TREMA étant l'acronyme de Thésaurus par recherche électronique en matière artistique. C'est une base qui contient environ 110 000 photos rattachées à 35 000 affaires. Je précise une chose, c'est qu'une base qui n'est pas consultable par le public, qui n'est pas ouverte au public, mais les plus beaux objets qui figurent dans la base TREMA sont redirigés vers la base Interpol, qui, elle, depuis 2009, est consultable par le public. Alors, je vous disais donc, une fois qu'on a mis en évidence certains phénomènes, eh bien, ces enquêtes, elles arrivent donc dans le portefeuille du groupe de la section opérationnelle, 15 enquêteurs. 15 enquêteurs répartis donc, en 3 groupes, qui ont en charge environ une cinquantaine de dossiers. À ce jour, on a à peu près 50 dossiers en portefeuille, dont 30 à 40% sont des dossiers de contrefaçon. On y vient. Et de contrefaçon artistique. Je précise qu'ici, moi, je ne parlerai que de la contrefaçon artistique, et pas de la contrefaçon de biens de luxe et autres. Ce n'est pas le domaine de l'ECBC. Nous, nous travaillons que sur les biens culturels qui peuvent être contrefaits. Alors, après 10 ans, en fait, puisqu'en 2009, cette thématique a été confiée à l'ECBC, puisque auparavant, en fait, elle relevait d'une autre unité qui, elle, gérait toutes les problématiques de contrefaçon, aussi bien industrielles, médicamenteuses et artistiques. Donc en 2009, cette thématique est confiée à l'ECBC. Au départ, effectivement, c'était un petit peu difficile pour les enquêteurs de l'ECBC qui n'étaient pas du tout formés à la problématique de la propriété intellectuelle déjà. Et au fil du temps, eh bien, on s'est aperçu qu'en fait, cette thématique pouvait être gérée notamment sous l'angle de l'escroquerie, mais j'y reviendrai. Donc après 10 ans de pratique, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que majoritairement, on peut classer les biens culturels contrefaits en 2 catégories. Les premiers, les biens d'exception. Alors, sans trop en dire, mais suffisamment, je ferai référence à un dossier qui a défrayé la chronique ces dernières années et qui concerne les faux meubles 17e, dont le château de Versailles est victime. Tout le monde en a entendu parler. Et plus lointain, un dossier qui touchait en fait qui touchait un designer, le designer Annette. Donc, c'est un couple qui avait mis en place au fond de son jardin un atelier de contrefaçon et qui produisait des meubles d'exception du designer et donc les écoulait dans les grandes maisons de vente. Deuxième catégorie, alors simplement je voudrais revenir sur la première. La première, elle a cette particularité, c'est qu'elle est souvent de très très belles factures et qu'elle est vendue très cher. C'est important de le dire, par opposition à la deuxième catégorie qui elle est la contrefaçon, que je dirais de masse, c'est-à-dire une contrefaçon un peu plus grossière, achetée peu cher, revendu peu cher, mais là c'est la quantité qui va pouvoir générer des profits. Et en règle générale, ces biens sont achetés sur des sites à l'étranger, et notamment des sites qui sont basés en Chine, une fois encore. Alors, un point commun à tous ces dossiers, c'est que nous nous attachons en tant qu'enquêteurs
à traiter ces dossiers sous l'angle de l'escroquerie et que le faux ou la contrefaçon, ici on n'a pas fait de distinction, on n'est pas dans une problématique pure de propriété intellectuelle, donc on va dire le faux. En fait, le faux artistique est le support de l'escroquerie à laquelle va venir s'ajouter d'autres infractions comme des circonstances aggravantes comme la bande organisée ou l'association de malfaiteurs et bien entendu du blanchiment. Toutes ces infractions vont parfois générer des avoirs criminels extrêmement conséquents. L'an dernier, donc 2017, le CPC a permis d'engranger environ plus de 10 millions d'avoirs criminels. Alors, vous me direz quel est le lien entre la contrefaçon artistique et les groupes mafieux transnationaux ou la criminalité organisée. Alors, dans les meubles d'exception, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de lien. En fait, nous ne l'avons jamais démontré qu'à l'origine de la création de ces meubles, on retrouvait des groupes mafieux. Tout au plus peut-on avoir effectivement un membre d'une unité mafieuse qui investirait dans l'art et donc se positionnerait en victime. Ce qui n'est pas là le problème, oui. Par contre, on peut s'interroger sur à l'origine de la création dans les contrefaçons de masse, du rôle que peuvent jouer effectivement les groupes mafieux en Chine, notamment les triades. Est-ce qu'ils sont à l'origine de la production de ces biens? Je pense par exemple à des dossiers, des contrefaçons des Méterchiparus, Miro qu'on trouve facilement sur les marchés de seconde zone. Peut-être sont-ils à l'origine. En tous les cas, nous n'avons pas démontré et je ne l'exclus pas. Nous n'excluons pas, mais nous n'avons pas démontré parce qu'en règle générale, nos dossiers s'arrêtent au plan national et qu'on ne poursuit pas parce que en fait, les préjudices sont quand même moindres. Alors pourquoi finalement, on peut se demander, mais pourquoi les groupes mafieux transnationaux, criminalité organisée, ne s'intéressent pas directement aux contrefaçons artistiques? C'est à mon avis, une bonne question. On en a beaucoup parlé. Si on relit le rapport de l'UNIFA ou le rapport du CIRASCO 2017 ou le rapport de l'UNIFA qui a été très bien fait, en aucun cas on ne parle de contrefaçon artistique. Tout simplement, je pense, que parce que ne sont contrefaits que des biens fongibles, des biens de consommation. Et donc, l'œuvre d'art, par définition, est quand même un bien qui est destiné à être conservé, qui s'adresse à un public d'avertis, d'initiés, et qui touche un tout petit monde. Et donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt, de profit à contrefaire des biens artistiques. Alors, pour conclure, je dirais simplement que si donc, on peut exclure que la contrefaçon artistique n'est pas en lien directement avec donc, les groupes mafieux et les productions, néanmoins, je dirais plus généralement que le bien culturel, lui, est un vecteur de blanchiment. Ça, c'est une évidence. On l'a démontré dans nos dossiers. L'œuvre d'art permet de blanchir des fonds occultes. Et en ça, donc, ça rejoint la criminalité organisée.